Avec la presse sénégalaise le 13 juillet 2024, plus de 100 jours après sa prise de fonction officielle, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa volonté de tenir sa promesse de rationalisation du train de vie de l'État et à la politique de reddition des comptes pour plus de transparence dans la gestion publique. À cette occasion, le président sénégalais est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour réduire le coût de la vie dans un contexte de baisse des prix des produits de première nécessité. Notre engagement à réduire le coût de la vie pour la population sénégalaise continuera de se renforcer. Faites savoir au peuple sénégalais que notre intention de réduire le coût de la vie dépasse cet espoir. Dans les mois à venir, nous verrons les prix baisser encore davantage. Hérité d'une situation économique difficile avec des indicateurs au rouge, le chef de l'État sénégalais précise qu'il a fallu prendre des décisions urgentes pour la fourniture en hydrocarbures et améliorer l'accès à l'eau potable. Pour ce qui est de l'eau, nous avons trouvé des choses pas nettes. À titre d'exemple, mon prédécesseur et son équipe ont pris un arrêté le 29 mars 2024 pour augmenter le coût de l'eau consommée par les ménages. À peine installé, je risquais de faire face à des mécontentements des populations dus à des factures élevées, ce qui est anormal. Le chef de l'État a réaffirmé la volonté du gouvernement de renégocier les contrats mal négociés, selon lui, par le régime précédent, assurant qu'elle profitera au Sénégal. Ma conviction est qu'on aurait pu mieux négocier. Ma conviction est qu'on aurait pu négocier des contrats. Notre stratégie est de voir les pistes de renégociation. De ce fait, nous allons renégocier les contrats et essayer de voir comment investir sur d'autres secteurs pour le développement et éviter la malédiction du pétrole. Dans le domaine de la sécurité, le président Faye, élu sur la base d'une promesse de rupture avec l'ancien système, a exprimé sa volonté de discuter avec sérénité la question de la présence militaire française dans son pays, mais sans rupture brutale. Je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye a pris ses fonctions de président de la République le 2 avril 2024 pour les 5 prochaines années. Il a été élu le 24 mars 2024 avec 54,28% des voix sur la promesse d'une rupture avec l'ancien système. Dans la poursuite de son ambition d'améliorer les revenus dans le secteur public et en application des résolutions de l'accord de dialogue social, le gouvernement marocain a approuvé 2 décrets relatifs à l'augmentation des salaires des professionnels de la santé du pays. Il s'agit d'un montant mensuel net de 1000 dirhams, $60, en faveur des employés du ministère de la Santé et du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. Le versement s'effectuera en 2 tranches. La première avec une augmentation de 500 dirhams, soit $50 par mois à partir de fin juillet 2024 et la deuxième de même valeur dès juillet 2025, selon un communiqué du gouvernement. L'approbation des 2 décrets par le Conseil du gouvernement intervient dans le cadre de l'achèvement de l'activation des mesures liées à l'amélioration des revenus dans le secteur public en application de l'accord de dialogue social. L'augmentation des salaires des agents de santé au Maroc intervient en signe d'apaisement dans un contexte de crise dans le secteur de la santé qui dure depuis plusieurs semaines. En effet, la coalition syndicale de la santé a lancé une grève illimitée jusqu'au 26 juillet 2024 pour dénoncer les conditions de travail du personnel de la santé et revendiquer une hausse salariale. Le dialogue social avec les syndicats du secteur de la santé se poursuit et ne s'arrêtera pas. Il a permis de réaliser plusieurs revendications exprimées par les syndicats et d'obtenir des résultats inégalés. Nous avons pu traiter un ensemble de questions qui étaient en suspens depuis 10 ans. Et le travail s'est poursuivi en 2023 par la mise en place d'un ensemble de lois avec la contribution et la consultation des organisations syndicales. Le gouvernement marocain s'est lancé dans une revalorisation générale des salaires des travailleurs dans le cadre de l'accord de dialogue social conclu avec les syndicats et le patronat le 29 avril 2024 à Rabat.
L'accord comprend entre autres une hausse globale des salaires, la réforme de l'impôt sur le revenu et l'exercice du droit à la grève. Le salaire minimum net des fonctionnaires est passé de 3 000 dirhams à 4 500 dirhams, soit une hausse de 50%, tandis qu'il est prévu une augmentation de 10% du salaire minimum du secteur privé. Au Nigeria, les habitants de l'État du Plateau sont toujours mobilisés au lendemain de l'effondrement tragique du collège Saints Academy qui a coûté la vie à 22 élèves. 132 élèves ont été sortis des décombres, 58 personnes sont toujours hospitalisées. Encore sous le choc, Ruth Abila, une institutrice, témoigne des instants qui ont précédé cette catastrophe. J'étais dans la classe en train d'enseigner. Alors que le cours s'achevait, j'ai tout de suite aperçu une fissure. Le bâtiment était sur le point de s'effondrer. J'ai donc averti les élèves, je leur ai demandé ce qui s'était passé car ils avaient remarqué la fissure et ne l'avaient même pas signalé à la direction de l'école. La direction a dit qu'elle n'était pas au courant et que la fissure n'était apparue que maintenant. Nous ne réalisions pas que le bâtiment commençait déjà à s'effondrer. La mauvaise qualité des constructions, les contrôles insuffisants et la corruption de fonctionnaires pour contourner les contrôles sont souvent mises en cause dans ces incidents. Les autorités de l'État du Plateau ont annoncé leur intention d'enquêter en vue de renforcer les normes de construction. Cette école est désormais fermée et nous devons prendre nos responsabilités. Non seulement nous allons enquêter sur les raisons de l'effondrement de ce bâtiment, mais nous allons étendre nos investigations à toutes les écoles. Toutes les écoles, même les écoles publiques, seront inspectées afin de s'assurer qu'elles ne mettent plus en danger la vie de qui que ce soit à l'avenir. L'accident de vendredi est le plus meurtrier survenu au Nigeria depuis novembre 2021 lorsqu'une tour en construction à Lagos, la capitale économique, s'est effondrée, faisant au moins 45 morts pour la plupart des ouvriers du bâtiment. Alors que les corps de 9 femmes démembrées avaient été retrouvés lundi dans une carrière de la capitale Nairobi, la police kenyane a affirmé plus tard dans la journée avoir arrêté le principal suspect. Jumaisi Kalucha, âgé de 33 ans, a avoué avoir tué 42 femmes, dont son épouse depuis 2022. La police n'a fourni aucune preuve à l'appui de son affirmation. Il devrait être traduit en justice mardi. Plusieurs smartphones et cartes d'identité ont été retrouvés à son domicile, situé à quelques pas de la carrière. Les corps ont été découverts après que les proches d'une femme disparue ont affirmé avoir fait un rêve dans lequel elle leur demandait de fouiller la carrière. Ils ont demandé l'aide d'un plongeur local qui a découvert les corps enveloppés dans des sacs. Les habitants avaient accusé la police de négligence en raison de la proximité de la carrière et des cas de disparition non résolus qui y avaient été enregistrés. Une déclaration signée par des groupes de défense des droits de l'homme au cours du week-end a exhorté les agences de sécurité du Kenya à accélérer les enquêtes faisant état de disparitions forcées. 5 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe en Somalie. Les faits se sont déroulés devant un café à Mogadiscio, alors que des habitants de la capitale visionnaient le match de la finale de l'Euro 2024 à l'intérieur du café. Une voiture chargée de bombes a explosé à l'extérieur, faisant 5 morts et une vingtaine de blessés. La plupart des victimes se trouvaient à l'extérieur. Heureusement, tout le monde à l'intérieur a survécu, mais les véhicules et les biens ont subi d'importants dégâts. En Somalie, des attentats perpétrés par le groupe militant islamiste Al-Shabaab sont fréquemment signalés. Le groupe s'oppose au gouvernement fédéral du pays, qui dépend du soutien des troupes étrangères pour rester au pouvoir. L'identité des auteurs de l'attentat du dimanche n'a pas été précisée dans l'immédiat. Jour de vote au Rwanda. Ce lundi, les Rwandais votent pour les législatives et la présidentielle, où la victoire semble promise au président sortant Paul Kagame et à son parti le Front patriotique rwandais. Dans la capitale Kigali, certains électeurs sont arrivés dès 5 heures du matin et ont attendu patiemment l'ouverture des bureaux de vote où les files d'attente grandissaient. Selon les autorités, 9,5 millions de Rwandais sont inscrits sur les listes électorales pour une population de 14 millions d'habitants. Âgé de 66 ans, Paul Kagame tient les rênes du pays d'Afrique de l'Est depuis le génocide des Tutsis en 1994. Pour ces élections, ses adversaires sont Franck Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda et le candidat indépendant Philippe Mpayimana qui ont tous deux eu du mal à attirer des partisans pendant la campagne. En 2017, Paul Kagame a été confronté aux mêmes adversaires qu'il a battus haut la main en obtenant près de 99% des voix. S'il est réélu pour un 4e mandat, il restera au pouvoir jusqu'en 2034.
Alors que la MONUSCO, mission de maintien de la paix de l'ONU, doit retirer ses forces du Nord Kivu, le gouvernement congolais a estimé que les conditions n'étaient pas propices au retrait des troupes de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a souligné qu'avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, il est difficile d'envisager une telle situation pour le moment. Un rapport récent de l'ONU a révélé que 3 000 à 4 000 soldats rwandais étaient activement impliqués dans les opérations du M23, exerçant ainsi un contrôle effectif sur le conflit. Le Rwanda a systématiquement rejeté les accusations du Congo et des nations occidentales concernant son soutien au M23 à travers des fournitures de troupes et d'armement. La chef de la diplomatie congolaise s'est félicitée des efforts déployés par le Congo pour sensibiliser la communauté internationale à l'implication du Rwanda dans le conflit du M23, déclarant « Nos publics sont de plus en plus conscients du fait que le Rwanda est peut-être un gardien de la paix dans certains pays, mais qu'il est un belliciste dans la région des Grands Lacs ». Les combats dans la province du Nord Kivu ont chassé plus d'1,7 million de personnes de leur foyer. Il fait chaud. As-tu vu la commande? Non, je ne l'ai pas vue.